Bonjour et bienvenue dans Parole de druide. Nous sommes très honorés aujourd'hui de vous recevoir à nouveau pour discuter d'un sujet autour du druidisme. Bonjour Joël. Bonjour Christophe, cher Padawan. Merci. Et aujourd'hui on aimerait parler, des Celtes, qui est quand même le peuple origine, alors origine, enfin en tout cas le peuple qui, est réputé pour avoir, diffusé le druidisme, en tout cas pratiqué le druidisme pendant de nombreuses années, plusieurs centaines d'années d'ailleurs. Et peut-être, faire un petit peu d'histoire autour des Celtes et ce qu'ils étaient, ce qu'il en reste, et comment enfin voilà, comment les Celtes ont évolué autour de ces années, il y a un peu plus de 2000 années, il y a un peu plus de 2000 ans. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de Druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Peut-être on peut commencer, Joël, par, expliquer ce qu'étaient les Celtes, et d'où ils viennent finalement? Mhm. Alors, bon, déjà, je vais préciser que je ne suis pas historienne ni archéologue, que je suis passionnée du peuple celtique et du druidisme, donc c'est à partir de ces connaissances d'une passionnée que je m'exprime et c'est possible qu'il y ait, des personnes qui puissent compléter bien sûr ce que j'exprime parce que, je vais pas aller dans bien sûr tous les détails, ni toutes les dates parce que cela pour moi ça a pas vraiment d'intérêt dans ce que j'aimerais vous transmettre. Donc voilà, ceci étant déposé, j'ai envie de vous raconter un peu, justement, l'histoire des Celtes, d'où ils viennent. Donc le peuple celtique, c'est un peuple extrêmement large. C'est un peuple qui avait en commun une façon de faire, entre autres de l'agriculture, qui avait, une façon de travailler le métal, entre autres le fer, parce qu'on est dans l'âge du fer, qui avait du succès et du coup s'est propagé à travers toute l'Europe. Donc le peuple celtique qui s'étend du nord de l'Espagne jusqu'au tout au nord de l'Angleterre, dans toute l'Europe et puis, une partie, de la Turquie carrément, donc l'Anatolie. D'accord. Et donc du coup, c'est le peuple celtique a vraiment pris sa place dans toute, la partie européenne et on parle de la période plus ou moins bon, l'âge du fer, du coup on est de moins 800 à plus ou moins, 58 qui est le début de la guerre des Gaules où en fait, il y a eu, une rupture avec le peuple, celtique où il a été condamné, par le peuple romain. Enfin, c'était le début de la fin Ouais. du peuple celtique. Donc c'est ce peuple celtique, au temps de l'âge du fer, il habitait dans toute l'Europe. D'où il vient? Alors faut s'imaginer qu'à la toute base, il y avait de la glace partout en Europe, donc les peuples de la préhistoire, ils ont migré plutôt vers le sud pour pouvoir échapper à cette période glaciaire, ce qui rendait la vie quasiment impossible dans l'Europe centrale et dans l'Europe du Nord. Et donc ils allaient plutôt vivre, au sud de l'Europe ou alors dans la région de la Turquie actuelle qui est un berceau de l'humanité important, avec des sites qu'on retrouve là-bas très anciens. Entre autres, on pense à Göbekli Tepe qui est un site, turc hyper important qui date de à peu près moins 9000 je crois, voire plus, parce qu'il y a plein d'études différentes à ce sujet-là. Qui montre qu'en fait c'est un site très ancien et voilà et donc le peuple celtique il vient aussi de là, bien sûr.
c'est qu'il y a eu des grands mouvements migratoires dès le moment où la dernière glaciation qui a fini autour de -15 000 en Europe, les glaces se sont retirées, ce qui fait que la Terre est devenue à nouveau habitable. Sinon, nos ancêtres, ils n'allaient pas s'embêter, hein, Christophe, ils n'allaient pas se dire: «Oh, mais j'ai envie d'aller vivre dans un glaçon», quoi. Mmh. S'ils n'avaient pas de ressources, ils n'étaient pas fous, hein. C'était un peuple nomade, donc ils suivaient les mouvements migratoires des troupeaux et de la cueillette pour pouvoir, aller, déposer là et ici et là et ensuite, faire profiter la communauté des ressources du lieu. Et donc ils bougeaient tant qu'un lieu n'était pas suffisamment bénéfique tout au long de l'année. Et dès le moment où la terre, entre autres en Suisse, mais aussi en Europe au sens large, est devenue habitable tout au long de l'année, bah, les populations ont pu à nouveau revenir et à un moment donné avoir l'idée de se sédentariser. Et là, il faut s'imaginer que c'est un changement de paradigme énorme dans l'esprit humain. Je me souviens toujours d'un lieu, moi j'aime beaucoup aller sur les sites anciens et je suis allée sur des très vieux sites aux Orcades. C'est des îles tout au nord de l'Écosse où il y a un des premiers villages, de l'époque, un des premiers lieux de sédentarisation et je me suis liée au lieu pour ressentir la pensée des gens et en fait, j'ai vraiment senti cette, cette volonté de s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense pas, mais il faut s'imaginer que pendant des milliers d'années, on est dans un esprit nomade, donc en fait, on n'a pas de lieu d'arrêt vraiment. Mmh. Et tout d'un coup, on décide de faire suffisamment confiance à un lieu pour mettre la vie du clan, de la communauté en jeu, en se disant: «Et si on reste là un cycle complet, une année entière? Et si on s'arrêtait? Et si maintenant on connaît suffisamment bien l'élevage pour pouvoir avoir notre propre ressources pendant une année complète?» Et ça, c'est un changement de paradigme énorme dans l'esprit et c'est ce que les Celtes, eux, ont vécu. Ce changement, conséquent de façon de penser et de relation au lieu. Et donc du coup, petit à petit, ces peuples, qui en fait étaient, nomades, se sont sédentarisés à travers l'Europe, entre autres en Suisse, parce qu'on est dans un lieu où, il y avait des grandes plaines très fertiles où très vite ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, s'arrêter et avoir, de quoi cultiver toute l'année. Je pense entre autres à la civilisation de l'Athènes qui vient du lieu de l'Athènes où on a retrouvé beaucoup d'artefacts de l'âge du fer, avec les fameux palafites, ces gens qui vivaient proches de l'eau sur des maisons sur pilotis parce qu'il y avait encore beaucoup de mouvements d'eau. Donc voilà, on est dans une société qui a bougé, qui ensuite se sédentarise et qui, par, ce qu'on appelle un processus d'acculturation, donc c'est en fait une façon de faire qui a du succès et qui est utile et qui est bien, qui ont décidé de tous faire pareil, de cultiver de la même façon, d'avoir, le lien avec, l'artisanat de manière identique, de travailler le fer de manière identique pour, ensuite, en faire bénéficier le clan et c'était tellement bien que les autres sont mis à faire, la même chose. Donc voilà le peuple celtique. Après le peuple celtique, c'est aussi un peuple libre, ce qui fait que chacun pense un peu différemment quand même dans tout ça et donc c'est des clans qui sont pas, fédérés vraiment entre eux et donc du coup, chaque clan a un peu sa propre façon de faire, sa propre façon de faire ses rites, ce qui fait qu'on peut avoir, du coup des druides qui sont les chefs, spirituels de ces clans, qui ont différentes pratiques, religieuses ou spirituelles d'un clan à l'autre et ça, c'est aussi la tradition celtique qui veut ça, c'est que chacun ils ont de l'artisanat identique, mais ils ont aussi une façon très libre de vivre les choses au sein de leur clan et entre eux, ils sont pas vraiment fédérés, en fait. Ils vivent chacun leur vie dans leurs espaces avec leur clan, comme une grande cellule familiale. C'est ce peuple celtique, cette tribu celtique, en fait, elle a plusieurs origines pour venir au centre de l'Europe s'installer avec ces grands mouvements migratoires. Une partie vient de la zone de la Sibérie et va venir s'installer, dans l'Europe. Une autre partie va venir de la partie un peu indo-européenne, plutôt Turquie, Anatolie par là et venir, ensuite s'installer en Europe et puis on va aussi avoir des mouvements qui viennent d'Afrique
Donc tout ça se mélange, pour former la tradition celtique, enfin la culture celtique qui est vraiment du coup riche et très variée, mais qui va avoir plein de choses en commun, bien sûr, avec, les peuples qui ont migré ensuite en Inde et ailleurs. Ce qui Mmh. fait qu'on retrouve, beaucoup de choses communes, de rites entre autres, avec des choses qu'on va avoir, en Asie, par exemple. Mmh. Et hem et il faut savoir que dans ce peuple-là, il vient aussi d'un peuple un peu étrange qu'on appelle le peuple des mégalithes. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Christophe? Bah, oui, évidemment, on connaît les sites mégalithiques. Mmh. Alors moi venant de Bretagne, évidemment que je connais, mais c'est vrai qu'on connaît les sites, mais on ne sait pas qui les a créés et on sait juste que les Celtes les ont utilisés ou Voilà. réutilisés. On sait pas s'ils les utilisent d'ailleurs, de quelle manière ils les utilisaient, enfin on sait à peu près de quelle manière ils les utilisaient, mais on sait pas, on sait qu'on connaît pas ni l'origine ni leur utilité première finalement. Voilà, exactement. En fait, ce peuple, c'est un grand point d'interrogation, le peuple des mégalithes. On ne sait pas trop d'où ils viennent et quelle était, la fonction de ces sites très anciens, à base de mégalithes. Donc mégalithe, c'est grosse pierre. Grosse pierre, ouais. Et donc ce peuple des mégalithes, va ensuite donner naissance au peuple celtique. Donc en fait, pour moi, le peuple celtique est issu du peuple des mégalithes, mais le peuple des mégalithes aurait disparu. Pour moi, il s'est fondé dans le peuple enfin, fondu dans le peuple celtique, son héritage est passé dans le peuple celtique, mais c'était il y a tellement longtemps que l'utilisation, on l'a perdu avec le temps. C'est comme quelque chose qui n'a plus de fonction réel pour un peuple va ne plus être utilisé et donc au bout de quelques centaines d'années, plus personne s'en souvient, quoi. Donc voilà, ce peuple des mégalithes, il y a plein de légendes autour du fait que ça serait un peuple atlante et cetera, q voilà, on ne sait pas trop bien. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à travers le monde, ils ont levé des pierres pour des fonctions, entre autres astronomiques, mais aussi rituelles, voilà. Et les fois où je les ai questionnés, ils m'ont dit que comme en ce moment, enfin de que moi je questionne les pierres, hein, tu sais Christophe, je parle aux pierres. Ah bon, vous l'avez pas dit ça? Mmh. Non. Quand je questionne les sites, ils me répondent souvent que comme on n'a pas de fonction actuelle à ça, ça sert à rien pour l'instant d'avoir la réponse, que ça nourrirait que mon esprit et que du coup, ça n'a pas de sens. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de réponse. J'espère un jour pouvoir avoir une réponse réelle sur l'utilisation de certains sites. Il y en a quelques-uns que j'ai compris, mais il y en a beaucoup que je n'ai Ouais. pas réellement compris. Je peux émettre des hypothèses, constater en géobiologie sur quoi sont placés les sites, qu'est-ce qu'il y a comme réseau dessus. Entre autres, j'ai écrit un livre sur le sujet avec un druide breton qui s'appelle Pascal Lamour sur, les mégalithes de Bretagne, mais je peux pas être certaine, en fait, de Mmh. l'utilisation de tous ces lieux. Je pense que personne ne l'est, d'ailleurs. Donc voilà, et donc du coup, ce peuple des mégalithes a donné naissance au peuple celtique et le peuple celtique contient cet héritage, mais n'utilise pas les pierres ou les utilise mais n'en crée pas des nouvelles, généralement, à part dans de rares cas, voilà. Mais le peuple des mégalithes a créé les menhirs, les sites mégalithiques et les Celtes les ont réutilisés ou continuent d'utiliser pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça se perde. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas les druides qui ont levé les menhirs, en tout cas, traditionnellement pas, mais ça pourrait dans certains cas aussi. Ce qu'on voit, c'est que comme les menhirs, auraient été levés dans la période du 1er août, il y a quand même de toute façon un héritage druidique et un lien avec tout ça. Mais voilà, ça vient probablement plutôt de l'héritage mégalithique. Ouais, on sait pas, en fait, on sait pas qui de la poule ou de l'œuf, hein, c'est toujours Ouais, c'est l'exploitant. ça. Mmh. Probablement que ce sont bien les peuples des mégalithes qui ont levé ces pierres et et que le fait que ça a été fait à des périodes autour du 1er août, s confirme que c'est un héritage qui a été transmis aux Celtes et aux Druides. Exactement. Après en effet, les raisons, certains ressentis dont on pourra parler, mais c'est difficile en effet de savoir exactement. En tout cas scientifiquement, même il y a quelques personnes qui étudient, les alignements de Karnak, les alignements entre les différents sites, entre la Bretagne, l'Écosse et l'Irlande. Hem, mais bon, ça, c'est vraiment le grand mystère parce on n'a pas retrouvé de restes humains, en fait. C'est ça et puis c'est comme essayer de comprendre un puzzle quand il nous manque, 99 pièces sur 100.
Donc c'est Alors c'est je c'est traduis les c 99 pour les oui, pardon. Autriche. Parce qu'en fait, même en Bretagne, il y a tellement de pierres qui n'existent plus, qui ont été utilisées pour construire des monuments ou Oui, qui ont simplement été réutilisés pour autre chose, voilà, donc tirer des angles et tirer des conclusions entre les sites alors qu'il nous en manque tellement, pour moi, c'est un peu hasardeux, mais c'est possible de le faire. Voilà. Hem, et pour ce qui l concerne les Celtes, du coup, oui, moi, ce qui m'interroge, c'est, tu dis, c'était plein de peuples disséminés tout au long de l'Europe, enfin, partout en Europe, de l'Est jusqu'à l'Ouest, hein, finalement, en mmh passant par le centre. C'était pas un peuple uni, de manière, enfin, c'était pas une fédération, un clan uni, il y avait pas de chef. Donc comment, est-ce qu'ils se faisaient la guerre ou le commerce? Comment finalement tous ces peuples ont pu communiquer entre eux des techniques qui fait que ça a été, enfin qu'ils avaient c'est une sorte d'homogénéité un petit peu dans les non pas dans les rituels, mais dans les pratiques de vie? Alors les peuples celtes pouvaient se faire des petites guerres entre clans, mais généralement comme ils avaient une culture commune, ils étaient censés un peu, rester plutôt, solidaires les uns Mmh. envers les autres. Par contre, ils allaient guerroyer contre les Germains et contre les Romains, ça oui. Et conquérir de nouveaux territoires en allant loin, typiquement, en direction de l'Asie mineure, donc Ouais. voilà, ils vont aller loin, hein. Voilà et puis, tu m'as dit ta question c'était quoi? En C'était? fait, ils faisaient beaucoup de commerce finalement. C'est le commerce qui fait Oui. que les techniques, se transmettaient d'un clan à l'autre. Ils faisaient beaucoup de commerce et puis ils allaient aller vendre, leurs épices, leur sel, leur viande, jusqu'à Rome, et dans des territoires, non conquis par, les Celtes, et ils faisaient du commerce aussi par bateau, entre autres, depuis, Massalia, qui est le Marseille Marseille. actuel, Mmh. où ils allaient, du coup partir ensuite en bateau pour aller, rejoindre d'autres ports. Donc là, c'est clair que, la partie, commerciale est extrêmement importante, au Mmh. temps celtique, en n'oubliant pas de faire des offrandes ça et là sur les sites sacrés en chemin. Mmh. Du coup, est-ce qu'on peut situer le rôle du druide à l'intérieur du clan d'un clan? Il y avait un druide par clan et puis c'était quoi sa fonction? Ou il y avait plusieurs druides, je sais pas? Il pouvait y avoir plusieurs druides si c'est un clan important, avec des fonctions différentes, parce qu'il y a 3 fonctions au druide, qui peut donner 3 druides différents. Mmh mh. Il y a le druide qui est un druide qui pratique les rituels et qui, va, s'occuper de faire, les bénédictions et cetera, de la nourriture, des chants, des cultures, qui va faire les mariages, qui va faire les baptêmes et cetera. Ensuite, on a, le druide Ovat qui est un druide herboriste et médecin, qui aura la connaissance des plantes, qui va aussi, faire de la lecture, des nuages, du ciel, des étoiles, du vent pour pouvoir interpréter les signes, pour le bénéfice du clan, pour la compréhension du clan. Donc ça, c'est plutôt un druide prophète, et un druide médecin avec toute la connaissance, de la médecine, de Gaulle, qui est une médecine principalement minérale, animale et végétale. Mmh. Et ensuite, on a, le druide barde qui est un druide conteur, qui est celui qui est chargé de la transmission de la connaissance, et lui, il va transmettre la connaissance druidique sous forme de contes, de poèmes, d'histoires qui vont, permettre aux enfants et aux suivants de s'approprier la connaissance druidique, les contes et les mythes anciens pour pouvoir continuer de transmettre, l'héritage, druidique, à la suite. Donc les clans qui est important, on peut s'imaginer qu'ils avaient 3 types de druides. Donc je mets druide au masculin, mais en fait à ce temps-là, que ce soit homme ou femme, voilà, c'était égal. Et ensuite, j'imagine des camps plus petits, ils avaient un druide qui s'occupait de tout. Mais en gros, on est sur une société tripartie. Donc ça veut dire qu'on a une partie sacerdotale avec tout ce qui est le lien avec la spiritualité et les forces supérieures. On a la partie guerrière qui s'occupe de la défense et de la construction des bâtiments. Donc c'est là qu'on a la royauté. Le roi typiquement fait partie de la partie guerrière. Et puis ensuite, on a la partie artisanale qui est la partie, d'agriculteurs, Forgeron, d'artisans, le forgeron, c'est une exception. c'est vrai? Le forgeron, souvent, il est druide. Ah!
Oui, parce que Parce bon, que reste comme il a très le nucléaire. maniement des armes, voilà, il doit avoir la magie dans les métaux Ouais. et donc du coup, il est formé au druidisme. C'est le métier d'artisanat qui est réservé aux druides Mmh. Ouais, c'est et un métier le super faiseur de bière ah! aussi. Ah, J'allais dire voilà. le forgeron est le plus important, mais le faiseur de bière, il doit pas être bien loin, je pense, Le brasseur, voilà. le bras Le brasseur, lui aussi, est souvent un druide parce qu'il doit avoir la connaissance de la fermentation et donc du coup, voilà, c'était souvent aussi un druide, c'était réservé aux Ovates. Voilà, la bière étant la boisson des dieux, la fameuse qui était cosmologie. fait par un forgeron, le Gobnu, le dieu de la bière et de la forge. Et c'est le même dieu et c'est lui qui nourrit, les dieux pour les rendre immortels. Donc voilà, Waouh. c'est le dieu de la forge et de la bière. Bon après, ça peut aussi être l'hydromel, mais bon, ça dépend un peu des lectures. Donc voilà, la place du druide au sein du clan, elle va avoir une place de conseiller, de politicien, de conteur, de rassembleur, de voilà, de raconteur d'histoires, de médecin, de guérisseur, en invoquant des forces supérieures, de chaman, de plein de choses en fait. Et le druide en fait vient par lui-même. Donc druide, le mot druide, ça vient de celui qui a la sagesse, celui qui a la connaissance, celui qui a la connaissance des arbres, si on va un peu plus loin dans la Ouais. définition, ou du chêne. Carrément, ça dépend un peu des traductions. Celui qui est comme le chêne ou celui qui a la connaissance du chêne. Et donc, il a ce druide-là, il apparaît dans la société celtique en tant que chef religieux ou chef de la spiritualité, représentant en tout cas du lien avec l'autre monde et les dieux et la paix qu'on va chercher à avoir. Mais le monde celtique arrive sur un berceau d'une humanité qui est déjà dans un culte de la terre-mère, dans un culte profond du lien avec la terre, plutôt dans cette vision matriarcale des choses, dans le sens où on honore la terre-mère, Mmh. on honore les récoltes et le soleil qui vient la féconder. Donc il y a cette vision vraiment du réceptacle maternel, matrice, avec le rayon du soleil masculin qui vient féconder cette matrice. Et donc ça, c'est la vision du monde, heu, anciennement et le druide, il vient là-dedans en tant que rayon du soleil actif qui vient ensuite féconder la terre avec sa conscience. C'est un peu ça le rôle du druide. Donc au sein du clan, il joue le rôle de rayon, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Ouais, en fait, finalement, à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé et qu'il a inventé l'agriculture, il a eu besoin d'avoir de créer cette fonction de druide qui était le lien entre la nature qui permet de faire pousser et faire vivre les animaux et puis, comme tu dis, ces petits rituels, on l'a dit dans un autre épisode, ces petits rites qui fait que on a vu que quand on faisait tel rite, telle année, l'année d'après, on avait des meilleures cultures ou la saison d'après, on avait des meilleures cultures. Donc il y a toutes ces choses qui se sont mises en place, en fait, qui se sont ritualisées et c'est ça qui a finalement a créé, ce besoin d'une fonction en plus de, l'enseignement, la médecine et le côté politique qui est venu s'ajouter, j'imagine, à un moment ou à un autre, parce que ce sont des personnages importants. Donc Bah, là pardon. non, oui, oui, je me dis, tu as déjà répondu, mais sur le fait qu'il y avait toujours, il y a toujours un druide au moins dans chaque clan, de toute façon, on avait forcément la passation enfin on devenait druide, comment à l'époque? Bon, on n'a pas vraiment de texte à ce sujet-là, mais on peut vraiment imaginer que c'était plutôt des facultés qu'avait un enfant. C'était pas forcément lié à la lignée, mais ben, soit, on alliait 2 personnes dans une nuit de Beltane pour former un druide qui naîtra à Imbolc, et donc du coup, là, on prend 2 pouvoirs de personnes importantes dans le clan qu'on allie OK. et on réfléchit à ça, donc ça se faisait beaucoup et l'enfant qui allait naître allait être formé pour être druide ou ben, du coup, la druidesse, le druide ensemble ou l'enfant du druide ou alors n'importe quel autre enfant qui, dès l'enfance, manifeste, une conscience particulière, dans son lien à la nature et dans ses perceptions, qui du coup, allait devenir druide. On était conscient en fait dans la société celtique que
que chaque personne naissait un peu avec un rôle qui lui était propre et non défini par l'héritage ancestral. Mmh. Donc en fait, si on observe qu'un enfant, il a tel don, par exemple, il va être doué au dessin, hein, je dis par exemple maintenant encore, ben, du coup, on va pas forcer à lui apprendre, la grammaire ou les maths. On va à l'amener dans ce dans quoi il est déjà doué par nature. Et donc du coup, un enfant druide, c'est un enfant qui va avoir facilement le contact avec l'autre monde, qui va parler de ses perceptions, qui va pouvoir interagir avec, les éléments de la nature. Ah ben, voilà, lui, on va le former en tant que druide. On va pas essayer de former un enfant, parce que c'est le fils de, C'est ça. voilà. Ça s'est fait plus tard, mais c'était pas Mmh. dans il y a vraiment il y a cette vision dans le druidisme que j'aime beaucoup, c'est qu'on est à la base avec un métier et qu'ensuite on apprend à le mettre à son service, au service de la communauté et c'est simple et c'est pas, je choisis qui je vais devenir et je me force à devenir ça, en fait. Ouais. Et on l'est déjà, typiquement. Un enfant qui va devenir druide, il est déjà druide à la naissance et ensuite il apprend à le vivre et à le faire vivre dans sa communauté. Oui, c'est cette idée, ça on en parlera sûrement dans un prochain épisode de parce que les druides, et les celtes étaient aussi enfin, croyaient en la réincarnation. Cette Mmh. idée qu'on se réincarne dans une vie pour avec un but précis ou un métier ou voilà, un Mmh. don précis et du coup, qui va changer de vie, après chaque incarnation. Mais l'idée, c'est de le découvrir, et du coup d'apprendre, à le devenir, ce pourquoi on est venu sur cette terre. Ça me fait beaucoup penser à mon ikigai favori. J'aime bien. Alors pour en finir avec les Celtes ou pour revenir avec les Celtes, finalement les pauvres Celtes, ils se sont fait exterminer, anéantir par les Romains, mais c'était quoi c'était quoi la motivation? Alors la motivation des Romains, on peut imaginer que c'était juste, hégémonique. Hem, Qu'est-ce qui fait que, il reste, du druidisme plus actif dans certains pays, pas dans d'autres? Parce que finalement Rome s'est quand même étalé sur toute l'Europe, hein, et jusque beaucoup plus loin, même jusqu'en Asie. Hem, voilà, comment ça s'est passé un peu vers la fin pour toi enfin, de ce que toi tu peux en savoir? Ben, en fait, ça a commencé en Suisse avec les Helvètes qui en ont eu marre de l'oppression romaine et qui ont décidé de quitter, le territoire suisse massivement pour, aller jusqu'en France, à Bibracte, très précisément. Mmh. Et en fait, à Bibracte, ils se sont fait repousser par, l'armée romaine et qui leur ont demandé de retourner sur le territoire helvétique. Parce que finalement, les Romains, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que les Celtes restent avec eux, parce que c'était une très bonne barrière, anti-germanique. Mmh. Donc, pour eux, c'était, d'éviter, d'avoir trop d'oppression des Germains, en gardant les Helvètes qui étaient quand même et les peuples gaulois au sens large, qui étaient quand même un peuple puissant. Parce qu'il faut savoir que les Celtes n'avaient pas peur de la mort. Comme ils avaient une vision cyclique de la vie et que s'ils mouraient en héros, ils allaient aller dans la Nouine qu'on appelle aussi Avalon. Du coup, pour eux, c'était un but de mourir en héros. Donc, on a des récits en fait des peuples romains qui disent que des fois les Celtes, les armées celtes, ils se battaient nus parce qu'en fait, ils avaient aucune peur de la mort. Donc, ils donnaient voilà tout ce qu'ils étaient, voilà pour pouvoir être libres de leurs mouvements. Ils n'allaient pas s'embêter avec des armures et cetera. Donc c'était un peuple, c'était des très, très puissants guerriers, les Celtes. Ils étaient tellement nombreux qu'ils auraient très bien pu, faire face à l'armée romaine, mais ils n'étaient pas organisés. Mmh. Parce que comme, ben, chacun en fait vivait un peu sa vie dans son clan, dès le moment où Vercingétorix, qui est en fait un chef celte, a voulu, fédérer les Celtes pour leur dire: «Allez maintenant il vous faut venir, on n'est plus d'accord avec, cette oppression romaine» et ben, du coup il n'y a pas tout le monde qui a répondu, il y en a qui ont commencé à penser autrement et cetera et donc du coup, en n'étant pas tous ensemble face à ça, ben, en fait ils se sont fait, ben, du coup, avoir par le peuple romain. Ce qui n'était pas bien grave à la base, bah, après il y avait des bénéfices aussi à faire partie des Romains. On devenait citoyen Ouais. romain,
on pouvait faire partie de l'armée romaine, on avait voilà, bref, mais le celte reste un libre penseur. Donc du coup, face à une autorité, c'est compliqué. Mmh. Ça fait pas partie de sa nature, en fait. On est sur quelque chose de plus hiérarchiquement, le peuple celtique, il a en fait 3 parties, c'est cette fameuse tripartition qui se rendent service les uns les autres. Et en fait, la partie spirituelle dans le clan, la partie artisanale et la partie guerrière, ensemble, elles font que le clan fonctionne. Mais il y a pas un chef qui prend les décisions pour tout le monde. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est difficile pour eux d'entrer dans une façon différente du rapport à la hiérarchie. Et ça passait pas avec le peuple romain. Et donc Ouais. voilà, ce côté très organisé, ça passait pas. Et donc du coup, voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que les Romains étaient polythéistes aussi, donc ils se sont un peu fondus dans le peuple celtique, ce qui fait qu'on ne parle pas vraiment des Celtes. Même dans les cours d'histoire, on parle très peu des Celtes. On parle beaucoup des Romains, parce qu'ils ont laissé beaucoup de traces écrites, tandis que les Celtes, quasiment rien. Les seuls Celtes dont on parle, c'est des écrits par les Romains Ouais. ou d'autres écrivains, mais enfin voilà, il y a peu d'écrits sur les Celtes eux-mêmes n'ont rien écrit. Et donc du coup, on peut que interpréter depuis les autres, mais ce qu'on voit, c'est que, ils ont pas pu s'installer dans la culture celtique, les Romains, sans avoir des choses similaires. Donc les dieux romains et les dieux celtes, c'était les mêmes dieux, mais pas avec le même nom, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, ben, les premiers à avoir été envahis, c'est la Suisse. Donc nous, on a énormément perdu de culture celtique. Mais ensuite, après, ben, les Romains, petit à petit, ils ont avancé jusqu'à le nord de ben, l'Angleterre, l'Écosse. Et il y a des parties qui ont été envahies tard, ce qui fait que la culture celtique, elle est restée très longtemps, entre autres en Irlande, où les Romains sont jamais allés, où la culture celtique, elle est encore vivante maintenant. Elle s'est Elle a été mise dans le christianisme, donc on voit qu'il y a beaucoup de saints qui ont été christianisés, mais il y a pas eu l'impact romain, par exemple, en Irlande. Donc on voit des pays qui ont gardé la culture celtique plus longtemps, ce qui fait que maintenant ils peuvent la retransmettre aussi plus facilement, comme c'est le cas, par exemple, en Bretagne et en Angleterre, où là, on va retrouver une tradition druidique, importante, mais bien sûr, on l'avait aussi en Suisse et c'est là que je défends mon pays. C'est que, ben, du coup, en Suisse, on était le berceau, de la capitale de la Celtie. En fait, c'était à Venticum, à Vanches, c'est à 20 minutes de chez moi. Mmh. Le mont Vuilly, qui est un oppidum celtique duquel la plupart des Helvètes sont partis et quand ils ont quitté pour Bibracte et ben, du coup, ils sont partis du mont Vuilly qui est un oppidum, voilà, qui est tout près de chez moi. Donc en fait, on a perdu très vite, mais j'aimerais tellement qu'on puisse se souvenir très vite aussi. Et puis, ben, dans l'explication, du peuple celtique, je te parlais tout à l'heure, de la notion de cette terre comme une matrice et du rayon du soleil. Et il y a, dans la culture celtique et dans le druidisme, un enseignement qui donne une différence par rapport au chamanisme, qui différencie le druide du chaman. C'est un enseignement qui vient d'ailleurs. Parce que sinon, on serait devenu, le druide aurait été un chaman pour le clan, Ouais. comme, les chamans dans d'autres, traditions. Mais qu'est-ce qui différencie le druide du chaman? C'est que le druide, il est inspiré par ce rayon d'énergie, qui fait qu'en fait sa tradition n'est pas que de la matrice de terre. Il y a une insufflation de l'esprit et ce souffle de l'esprit, il vient par un peuple mystérieux lui aussi, qui est différent du peuple des mégalithes, qu'on appelle les Tuatha de Danann, la tribu de Dana. La La tribu de fameuse. Dana, la fameuse tribu de Dana, elle est venue en Irlande sur des bateaux volants et elle viendrait d'Hyperborée, qui est un continent disparu, au nord du monde. Et cette tribu de Dana, elle s'est installée en terre d'Irlande et elle a appris aux peuples locaux la tradition druidique. Donc la tradition druidique, il faut s'imaginer que c'est de l'enseignement de la tribu de Dana qui s'inscrit dans le berceau, terrestre et chamanique existant de vénération de la déesse mère, la déesse terre, européen.
Du coup, j'aime bien cette réunion de 2 polarités différentes entre le ciel et la terre, parce qu'on a aussi, l'image que la tribu de Dana arrive sur des bateaux volants et elle vient, s'installer en Irlande et ensuite elle aura été, condamnée à quitter l'Irlande par un peuple plus tard, suite à un combat, qui viendrait d'Espagne, les Milésiens et en fait, ben, la tribu de Dana, elle aurait fait un pacte avec les Milésiens, mais on pourra faire un sujet Oui. là-dessus, donc je vais faire court, où, elle a été condamnée à vivre, au bas de l'Irlande et les Milésiens au haut de l'Irlande et en fait, quand elle a signé le pacte, elle se rendait pas compte qu'ils entendaient par le bas sous terre Sous terre, ouais. et eux le haut en dessus de la terre. Ce Mmh. qui fait que maintenant la tribu de Dana vit sous terre, mais aussi par là elle féconde d'autant plus la déesse mère de la terre et donc du coup, c'est pour ça aussi que dans le druidisme, il y a vraiment une volonté à descendre dans la terre, qu'on va se connecter avec les racines des arbres et la dimension de la nature et de la terre parce que c'est là qu'est la spiritualité Mmh. et c'est pour ça aussi que qu'on a vraiment ce lien important, avec la nature dans le druidisme et donc du coup, pour résumer, la culture celtique avec le druide en tant que chef spirituel, c'est un mélange entre un berceau d'humanité terrestre et une dimension spirituelle qui vient d'un pays dont on ne sait pas trop et qui vient s'incarner, qui féconde un peu cette matrice terrienne. Donc c'est le mélange de ça. Des mouvements migratoires, voilà, une matrice chamanique, terrienne et cet élan spirituel un peu des étoiles. On dit que c'est une dimension polaire aussi le druidisme, que ça vient de l'étoile polaire, d'où le nom de Arthur, hein, l'étoile polaire, l'ours. Donc voilà, il y a un peu ce cheval entre le ciel et la terre dans la dimension du druide. Donc voilà, pour répondre un peu à cette exploration de d'où viennent les Celtes, l'histoire, c'est un peu 2 mondes comme ça qui se côtoient dans un temps d'arrêt qui a quand même duré 2000 ans presque au Ouais, total quand même, qu'on a mis de côté de nos livres d'histoire, mais qui a quand même duré bien 2000 ans, d'exploration de tout ça pour faire ce que c'est les Celtes et qui sont quand même dans nos cellules, hein. Quand on est européen, on c'est est, ça. foncièrement celte dans nos cellules à la base. C'est quand même important que c'est dès qu'on se sent un peu libre et un peu rebelle, sachez que c'est le celte en vous qui s'affirme. Moi, je me reconnais totalement. Je pense que la culture Bretonne? française et en particulier bretonne, du mec qui en fait qu'à sa tête, qui arrive pas à s'assembler, à se on est vraiment là-dedans, hein. Nous, Ouais, on est des purs celtes, hein, plus franchement. gaulois que romain, Exactement, vraiment. Alors il y a un héritage romain, mais on est vraiment des Gaulois, les heu, irréductibles. irréductibles, ouais. Je me reconnais complètement dans cette, description et ça me va bien. Oui, ben, oui. Alors honorons les Celtes en nous. C'est ça, exactement. Mais Il faut bon, l'accepter. faut se souvenir qu'en se fédérant et en étant en communauté, on est quand même aussi plus fort. On est plus fort, on est C'est le d'accord. rôle de la tripartition au sein d'un clan. Moi, j'ai fait l'expérience d'une marche où en fait, on voulait aller sur, les sites sacrés en marchant et c'était la marche des druides pour la paix, on l'avait appelée et en fait, en gérant enfin, de construire nos campements le soir, la nourriture et cetera, la partie, spirituelle et sacerdotale, elle avait plus de place. Mmh. Et là que je me suis rendu compte que, il y a vraiment ces 3 polarités qui sont importantes. On retrouve ça dans le symbole du Triskel. Tout est interconnecté et pour qu'un clan fonctionne, il faut que chacun joue son rôle C'est et ça. que moi, en tant que druidesse, si en même temps je m'occupe de nourrir les enfants, de construire, ma bâche pour dormir dessous, que je m'occupe de mes chèvres et tout ça, ben, en fait, j'ai plus de place pour, la partie mon rôle à moi qui est le rôle de druidesse. Donc on comprend en fait que chaque rôle au sein du clan, a une fonction pour un tout et c'est important de tenir notre place et notre rôle. Bien, je crois que Mmh. sur ces belles paroles, on va arrêter cet, épisode du jour qui était consacré aux Celtes. Mmh mh. Merci beaucoup Joël pour, toutes ces histoires passionnantes. Je pense qu'on reviendra sur la mythologie parce que moi j'adore.
entre les OK. mégalithes, les hyperboréens et cetera. Je trouve ça super passionnant. Donc je pense qu'on reviendra là-dessus probablement dans d'autres épisodes. En attendant, on vous souhaite une belle semaine. À très Oui, bientôt, Joël. à bientôt, prenez soin de vous. Une forêt sacrée et au centre un béton et un grand chêne.